monsieur s'appelle Ross Lovegrove. Il est connu depuis longtemps? Ah oui, oui. Ah oui. Enfin, il est connu internationalement. Il vient du Pays de Galles. Ouais, il a fait des choses que nous avons déjà vues, nous. Oui, forcément, vous avez croisé des choses faites par Ross Lovegrove. Mais alors, il a d'abord, forcément, il est reconnu, comme vous le disiez, parce que avoir une rétrospective de son vivant au Centre Pompidou à Paris, ça veut dire quand même qu'on est plutôt bien en vogue. Hein. Ouais. Donc, il a un design particulier parce que il s'inspire beaucoup de la nature. Et donc, en fait, les formes qu'il fabrique, elles sont très organiques, très liane, très sculpture. Il est d'ailleurs vraiment à la limite entre l'artistique et le design industriel. Ce qu'il nous a expliqué, il est très touchant. Ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'en fait, il est toujours à travailler avec des scientifiques, il est dans la recherche, il aime pousser la matière, il aime les nouveaux matériaux. Vous voyez ? Mais non, mais ce que je vois là, moi je vois des œuvres d'art. Là. Mais non, ça, en fait, c'est pour de l'urbain. Ça va dehors, c'est un arbre de lumière. Oui, voilà. En fait, effectivement... Je ne voyais pas l'utilité de ces très belles choses. Il y a de l'utile. C'est-à-dire qu'il va pousser, je disais, le matériau, la matière première, il va pousser la forme, et de là, il va y avoir après... vous voyez, il a fait un concept car. Ce concept car, c'est sûr qu'on ne monte pas dedans là pour l'instant, mais ça va aider le fabricant de cette voiture à aller encore plus loin pour les nouveaux véhicules. Ce ne serait pas un fabricant français, par hasard ? C'est un fabricant français, tout à fait, je vous l'accorde. Donc en fait, la recherche lui sert pour le design industriel et pour le design du quotidien. Regardez. L'idée pour l'exposition, qui s'appelle Convergence, c'est la convergence de toutes les façons de design et recherche dans mon travail, la science, la biologie, la matière. Je suis designer de la vie, les objets pour la vie. Les choses, la bouteille de l'eau, les couverts, la voiture, l'avion. C'est tellement important. Regarder la Terre, la nature, parce que sans nature, humain n'existe pas. L'écologie, ça doit être dedans tout le travail industriel. Le design est fantastique. Pas ma design, mais en général, le concept de design, c'est tellement positif. Tu réveilles dans le matin et commences le jour frais et avec aucune idée. Et à la fin de la journée, vous avez créé une voiture ou une lampe ou après des photos, les choses. C'est extraordinaire. Là-bas, il y a une section avec tous mes projets en carbone, fibre de carbone. J'ai fait une valise, le plus léger de le monde entier, parce qu'une valise doit être léger, premièrement. Oui? 1,35 kg, c'est presque rien. Oui? Mais juste à côté, il y a une forme de moto, ce n'est pas une moto, qui s'appelle Ridon, qui est anagramme de Rodin, le premier sculpteur dans le monde entier, ever. Oui, ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne émotionnellement. Ça crée quelque chose de très fort. Et après ça, j'ai fait quelque chose d'industriel encore. Art industry. Pour garder la forme de la sculpture dans mes projets industriels. Je ne suis pas un designer, je suis un sculpteur de la technologie. Ça, c'est ça.
Il pourrait faire des œuvres monumentales, des œuvres d'art, Oui, j'entends. oui. Hein. Ah ben, il en fait, enfin, il travaille vraiment, vous avez vu, Aussi. art design. Et c'est vraiment ça. Alors, vous pouvez aller voir cette exposition, et je vous la conseille, jusqu'au 3 juillet, au Centre Pompidou. D'ailleurs, juste à côté, il y a une petite salle où il y a une exposition extraordinaire sur l'impression 3D, toute l'évolution de l'impression 3D. Le Centre Pompidou travaille beaucoup là-dessus aussi. Et si vous êtes près de Lyon, là, à partir d'aujourd'hui, ça va commencer le 15... Non, pardon, pas à partir d'aujourd'hui, c'est du 15 au 18 juin. Il y a le festival Lyon City demain. C'est sur la recherche autour de l'urbanisme, l'architecture, du mieux vivre, de l'éco-conception, la vie, une vie meilleure dans les quartiers aussi. C'est très bien, c'est gratuit, je vous conseille d'y aller. J'ai le palpitant qui palpite, moi. J'ai des petites fourmis dans les pieds, moi. Je sens bien que la vie m'invite à crier, à danser, à chanter. Toujours, vous faites votre première chronique ici à Télématin. C'est pas toujours facile, figurez-vous. C'est pas le cas de Laurence, qui elle est une grande professionnelle. À part ça, pour gérer son stress, qu'est-ce qu'il faut? Avoir un sommeil correct? Oui, bien se Ne pas se nourrir. tromper dans sa nutrition, d'accord. Ouais. Et quoi d'autre? Et puis réguler le stress. Alors en ce moment, on est en pleine période d'examen. Oui. Les bacheliers sont au taquet. Il y a des petits qui passent le brevet également. Et il y a un engouement qui est devenu très populaire au point que des applications sur smartphone commencent à émerger. On en voit de plus en plus sur la cohérence cardiaque. Alors qu'est-ce que c'est? La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration profonde basée en fait sur des cycles répétitifs de 5 minutes. Le but, c'est de réguler la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le pouls, et les désordres émotionnels, l'anxiété, le stress, la panique, parce que la plupart du temps, et des gens respirent en apnée. On ne sait pas respirer. Or, une bonne respiration, on le sait maintenant, permet de rééquilibrer le système nerveux. Alors, la cohérence cardiaque, on en a beaucoup parlé au tout début, chez les grands sportifs, les sportifs de haut niveau, pour notamment, les études ont prouvé diminuer la fréquence des blessures chez les sportifs. Chez les basketteurs, on a montré une diminution de l'anxiété et une amélioration des performances sportives. Et chez les militaires aussi, la cohérence cardiaque est utilisée pour mieux gérer le stress. Et en période d'examen, de plus en plus, les étudiants ou les futurs bacheliers trouvent dans la cohérence cardiaque un allié anti-stress. Alors, comment on fait? Parce que c'est pas si évident que ça. Bien, j'ai testé l'appli. Car les gens... Pourquoi il faut un coach? Ah non. Ah, il faut un petit peu de pratique quand même. Ah ouais? Ouais, les gens de télé aussi doivent gérer le stress. Alors j'ai testé, j'ai l'appli depuis peu. Ça marche pas mal. Regardez. Bien. Ouais. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration, respiration profonde, qui se base sur des cycles répétitifs pendant environ 5 minutes, qui ont pour but de réguler au mieux votre fréquence cardiaque et de modérer la sécrétion des hormones de stress, que sont l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol également, qui sont stimulés principalement par les stress aigus du quotidien. Alors, on va commencer l'exercice. Donc, pour cela, il faut allumer le capteur. On presse sur le point. N'importe quel doigt. N'importe quel doigt. Le chiffre bleu, c'est votre rythme cardiaque instantané. Et ici, c'est l'oxygène qu'il y a dans le sang. Les principaux protocoles, c'est des séances de 6 respirations par minute pendant 5 minutes. À partir de maintenant, d'inspirer et d'expirer, tout doucement. Vous faites sur 5 secondes une inspiration, sur 5 secondes une expiration, et vous faites des cycles comme ça, de 6 par minute pendant 5 minutes. Et pareil, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il faut essayer de décontracter le haut du corps. Et vous allez avoir une stimulation du système nerveux parasympathique, du système vague, qui par le biais de l'étirement, entre autres, du thorax, avec les récepteurs de l'étirement dans la plèvre, qui vont être stimulés, qui vont faire baisser la fréquence cardiaque, faire baisser la pression artérielle et également avoir un meilleur contrôle de ses émotions pour justement contrôler tous ces facteurs de risque. Au bout d'un moment, en fait, on voit la courbe qui se dessine ici, c'est le rythme cardiaque instantané. Et ce qu'on veut, c'est exactement ce qui est en train de se produire, c'est de belles vagues, de belles courbes comme ça, qui montent bien et qui descendent bien. L'application a été développée avec des professionnels de santé, des psychologues thérapie cognitivo-comportementale, donc des psychologues TCC, et est destinée au début à leurs patients, donc des gens qui souffrent de troubles anxieux ou de stress, de manière à les aider à aller mieux dans leur vie.
On a mené une étude auprès d'un certain nombre d'étudiants de manière à regarder si on arrivait à améliorer l'état du stress pendant les examens. Et le groupe d'étudiants qui a fait l'exercice de respiration était un état lié au stress qui était constant, donc avant, pendant l'examen et après, là où les étudiants qui n'étaient pas entraînés avaient un niveau de stress qui était plus élevé le jour de l'examen. Comment voulez-vous que ces enfants n'aient pas le stress d'un hangar où ils sont plusieurs centaines de malheureux? Ça donne pas envie d'y retourner. Hein. Hein? Bon alors, il faut apprendre. Vous avez appris rapidement? J'ai appris rapidement, mais il faut un petit peu de concentration au début. Il y a un petit peu de pratique pour avoir les réflexes de respiration. Il faut avoir absolument l'appli? Oui, au début, il faut avoir une appli et ensuite, ça se fait tout seul, en fait. Et le rythme de respiration idéal pour atteindre la cohérence cardiaque, c'est 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. D'autres études montrent une régulation des émotions et une baisse du stress. Et on sait aujourd'hui que 1 mois de pratique à raison de 5 minutes, 3 fois par jour, va permettre à notre organisme de mémoriser. En fait, il s'agit au corps d'engrammer, si vous voulez, dans le cerveau, mémoriser une bonne respiration. Alors, ça fait partie des nouvelles techniques qui nous apportent aujourd'hui un arsenal de ce qu'on appelle le biofeedback. C'est très en vogue. On l'a montré récemment sur la gestion du stress. Vous savez, il fallait se concentrer, faire monter une boule. Ça vous avait impressionné pour s'entraîner seul. Maintenant, il y a des outils de mesure. En fait, le contrôle de mesure, c'est le biofeedback. L'exercice, là, 4 secondes pour respirer, 6 secondes pour expirer. Et pendant combien de temps on fait ça? Alors ça, vous pouvez le faire 5 minutes, 3 fois par jour. Voilà. L'exercice, 5 minutes, matin, midi et soir, et à raison de 1 mois de pratique. Avant d'aller se coucher, peut-être? Avant un rendez-vous important de travail. Quand vous avez un gros stress. Oui, tout le temps, quoi. C'est très utile pour les colériques. Les colériques, ça marche très très bien. Vous respirez et ça part. Avant la colère? Pendant la colère. Automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Alors c'est 2 automobiles partout, mais Stan ne bosse pas partout. Stan, pour l'instant, il travaille dans un seul endroit. Hein. Et il travaille à Roissy. Vous l'avez peut-être rencontré si vous êtes habitué au parking premium de Roissy. Ah non. 2E2F. Vous avez peut-être rencontré Stan. Stan est un robot qui va aller garer votre automobile pour vous. Et en fait, il faut comprendre le pourquoi déjà. Vous avez remarqué que nos voitures s'élargissent énormément. Elles grossissent également au fur et à mesure que nous, on maigrit d'ailleurs. On fait des régimes, mais les voitures grossissent de plus en plus. Et donc, vous avez dans les parkings bien souvent des voitures qui prennent très facilement 2 places, parfois même 3 places, et que la gestion des places de parking devient vraiment un vrai problème. C'est vrai que vous avez 10 000 places, mais il n'y en a que 5 000 qui sont efficientes parce que les voitures sont à cheval, etc. Et puis peut-être que les utilisateurs ne sont pas très rigoureux. Mais c'est pour ça, exactement, c'est pour ça. Non, c'est pas seulement la taille de la voiture. Aussi, alors oui, mais c'est vrai qu'en plus les places ne sont pas toujours énormes non plus. Alors Stan, eh bien, il est là pourquoi? Pour aller garer votre voiture. Vous allez rentrer dans un box, vous allez fermer votre voiture à clé, vous allez repartir avec votre clé, vous allez partir. Stan s'occupe de tout. Il va soulever votre voiture, il est équipé d'un scanner laser, il va donc reconnaître l'environnement qu'il a autour de lui, et il va aller, il sait où est-ce qu'il y a une place libre, il reçoit l'information, il prend votre voiture et il va aller la garer. Et quand vous revenez, vous arrivez à la borne et on vous dit, votre voiture, elle est à tel endroit et vous allez la chercher. Soulever une voiture, hein, ça fait penser à quelque chose, ça. Quand on va à la fourrière. Exactement. Le principe est le même, sauf que là, il y a quelqu'un... Sauf que Stan, il est sympa, quoi. Sauf que Stan, il le fait tout seul, sans aide extérieure, sans aide humaine. Donc je vous propose de faire un petit séjour du côté de Roissy, vous allez voir comment ça fonctionne. Le concept, c'est très simple, c'est un robot qui vient prendre en charge votre voiture à l'entrée du parking et qui va la garer pour vous. Nous développions avant des véhicules autonomes et nous avons décidé de transférer la technologie qu'on était capable de mettre dans un véhicule autonome pour pouvoir proposer ce service. Pour l'utilisateur, c'est très simple. Il arrive devant les sas, le sas est libre, il rentre sa voiture, il peut ouvrir ses portières facilement, ce sont des places qui sont très larges. Et après, il n'a plus qu'à aller à la borne et à valider le fait qu'il accepte que le service prenne en charge sa voiture et il peut partir prendre son avion en toute tranquillité. Pour les handicapés, c'est parfait. Nous avons des places qui sont même plus larges que des places pour handicapés.
Le robot arrive, il détecte la voiture, il va se glisser dessous, il va rentrer en contact avec chacun des pneus, et il va délicatement lever la voiture, et il va la déplacer, et il va la ranger dans un espace de stockage. Notre robot est capable d'éviter toute collision et de stocker en toute sécurité une voiture. Donc ça veut dire plus d'égratignures sur ses portières, plus de problématiques de vol, plus de vitres cassées, etc., etc. Quand l'utilisateur dépose sa voiture, nous lui demandons de nous indiquer son vol de retour. Et comme ça, nous préparons la voiture à l'avance et donc nous nous calons sur les horaires des avions. Si l'avion a de l'avance ou du retard, la voiture sera là, prête pour l'utilisateur. Nos clients ne sont pas les utilisateurs, ce sont les aéroports. Et ce que nous vendons aux aéroports, en plus de ce service premium qu'ils vont pouvoir proposer à leurs utilisateurs, c'est une capacité de stockage supplémentaire. Dans l'espace robot, il n'y a pas d'humain, il n'y a que des robots. Et dans cette zone-là, je vais pouvoir mettre plus de voitures, les unes à côté des autres, parce que je n'ai pas besoin d'ouvrir les portières. Et en plus de ça, je vais pouvoir les mettre en file indienne. Notre technologie ne s'appuie pas que sur un robot, mais aussi sur un logiciel de gestion. Donc tout l'espace de stockage qu'il y a derrière, en fait, va être contrôlé et géré par un logiciel plus haut niveau qui va coordonner le mouvement des robots. Et ce logiciel-là, finalement, il s'est joué à Tetris et il sait bien ranger les voitures comme il faut. Et en faisant ça, on va augmenter la capacité du parc de 50%. On va passer un parc de 100 places en 150 places. Un parc de 1000 places en 1500 places. Et là, il travaille sur un aéroport français pour faire passer de 7000 à 10 000 places. Je me souviens plus du début du film, là. C'est nous qui nous mettons sur la plateforme? Oui, on vient se loger dans un box. On vient se loger dans les box là-bas qui sont au fond, parce qu'on a réservé C'est un avant. box pour la laisser. Exactement. Après, il se débrouille. Exactement. Vous avez vu, vous avez de la place là où, pour le coup, vous pouvez ouvrir les portières, sortir vos bagages, sortir de votre voiture. Et ensuite, c'est Stan qui vient chercher votre voiture et qui va aller la parquer comme il le veut, puisqu'en fait, il va vous la redéposer là, parce qu'il sait que dans une heure, vous allez arriver, donc il va vous la remettre dans un box. Deux jours plus tard, si nécessaire. Exactement. Donc, c'est comme un voiturier, si vous voulez. Il va placer les voitures comme il le veut, comme il l'entend, et donc il va gagner de l'espace et de la place. Sauf que Stan, il est tout seul. Oui, s'il y a des clients qui attendent, il faut attendre non, que... mais s'il faut un deuxième... Enfin, il travaille toute la journée, lui. Hein. Il n'a pas de pause déjeuner, hein, Stan. Hein. C'est l'avantage. Il ne faut pas fumer sa clope. Il ne peut pas aller fumer derrière. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Nous attend notre correspondant permanent sur place, François Baudonnet. Non pas pour vous parler de la fontaine de Trévi, où ça vous coûtera 240 € si vous vous trempez les pieds dedans. Non, c'est tout à fait autre chose. On poursuit notre tour de la gastronomie transalpine initiée par François Baudonnet. Alors, souvenez-vous, il y avait la pizza napolitaine qui demande une reconnaissance internationale. C'était il y a 15 jours. Et puis après, le baba au rhum, napolitain lui aussi, qui malgré les apparences est de Naples. Et ce matin, il est question d'une spécialité de Rome. Mais laquelle? De quoi s'agit-il? Comment ça se mange? Et pourquoi l'avez-vous choisi d'ailleurs, François? Bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, je vais vous parler ce matin d'une spécialité qui, ici, à Rome, est au moins aussi connue que la pizza. Cette spécialité, il s'agit du soupli. Alors le soupli, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une croquette de riz, une croquette de riz qui a été frite. Et ce qui est intéressant, William, avec cette spécialité, c'est qu'elle a un nom en fait d'origine française. Et oui, parce que Rome a été française au début du 19e siècle, à partir de 1808. Et quand l'armée de Napoléon est arrivée ici à Rome, eh bien, il y avait des souplis partout. Et les hommes de Napoléon ont été surpris. Alors on dit qu'ils ont dit « Ah, surprise !» Et le surpris, en fait, a été entendu ici par les Romains comme soupli. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, eh bien, cette croquette s'appelle soupli. Les Romains, aujourd'hui, en sont encore extrêmement fans. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Alexandra Lay, Constantin Pelletier et Carla Buccerolanzi. C'est un casse-croûte presque aussi romain que le Colisée. Le soupli, une boulette de riz pané. Au comptoir ou dans la rue, elle ravit les papilles des habitants de la capitale. C'est délicieux. C'est petit, ça peut se manger à tout moment de la journée. C'est quelque chose de très pratique qu'on peut trouver partout dans Rome. Pour les touristes qui ne connaissaient que la pizza, le soupli, croquant à l'extérieur, fondant à l'intérieur, est une belle découverte.
Sauce tomate, riz, mozzarella, le mélange parfait. Je le recommande. C'est la première fois que je goûte ça en Italie. C'est très savoureux. Dans la cuisine de cette entreprise familiale, Domenico prépare les souplis depuis des années. Les ingrédients sont simples et très économiques. Du riz rond, de la sauce tomate, de la chapelure, des œufs, de la mozzarella et de l'huile d'olive. C'est un plat du pauvre. À Rome, dans les pizzerias, on commande le soupli comme hors d'œuvre. Là, je dois en faire 250 comme ça. Sans que ça sèche trop, avec la chapelure. Recouverts de pâte à beignet et de chapelure, les souplis sont maintenant prêts à être plongés dans de l'huile de friture. Et Domenico peut compter sur l'aide de son fils. Je suis la deuxième génération et la recette existe depuis 30 ans. Sous leur apparence croquante, les souplis réservent une petite surprise. Quand on l'ouvre, la mozzarella file, comme si c'était un fil de téléphone. Une tradition romaine qui filera pour de longues années encore. Je suis pas sûr que ça soit extrêmement diététique, ça, la friture, là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est très très bon. Alors, ça se mange, en fait, ça se mange avant la pizza. Alors déjà, oui. Ouais, je vois le truc, soupli d'abord, la pizza entière. Voilà, ça se mange en antipasto. C'est pas effectivement extrêmement diététique. Mais comment ça se fait qu'on connaît ça que à Rome? Alors c'est un peu le mystère, hein, et je peux vous dire que les Romains sont assez tristes de ça, parce qu'ils se disent on a un truc formidable et c'est connu que chez nous. Alors en fait la raison, à mon avis, il y en a deux. La première, c'est que finalement ici à Rome, c'est assez invisible. Hein, autrefois, le soupli, ça se mangeait partout. Hein, c'était la street food avant l'heure. Vous aviez des petits commerces ambulants de soupli, et puis vous dégustiez votre soupli dans la rue. Maintenant, il faut connaître. Il faut aller dans les pizzerias en général et demander du soupli. Donc pour cette raison-là, eh peut-être ça ne s'est pas tellement développé. Et puis la deuxième raison, William, vous l'avez dit, c'est que c'est quand même pas extrêmement diététique, et que donc forcément, voilà, maintenant on est plus sur de la nourriture un peu plus légère. C'est sûrement les deux raisons qui font que le soupli est connu ici à Rome, mais je vous le recommande parce que c'est très bon. Eh bien, bon appétit, merci beaucoup, et à la semaine prochaine, au plus tard. Bon, alors, de quoi parle-t-il? Eh bien, des législatives. Oui. Bonjour William, bonjour à tous. Et pas seulement ça, d'ailleurs. Oui. La France est atteinte de macronite aiguë. Et si vous voulez une version colorée de l'affaire, eh bien, c'est dans le Figaro qu'il faut aller chercher ce matin. Regardez cette carte en orange, bien sûr. Toutes les circonscriptions où le candidat Les Républicains, La République En Marche, sont arrivés en tête au premier tour. Cette carte qui confine à l'œuvre d'art monochrome, établit de nouvelles règles qui vont s'apprendre en marchant, pour reprendre la formule de Guillaume Tabar dans le Figaro. Oui, William? C'est intéressant, il y a des poches de résistance. Il y a des poches de résistance en haut à droite, à l'est, et puis alors, dans regardez le centre en Corse aussi, et puis en Corse. C'est très partagé. Alors, on va quand même apprendre les nouvelles règles. Avant, quand un camp perdait, écrit Guillaume Tabar, même sévèrement, il pouvait se replier sur ses terres. Jamais la droite ne serait inquiétée dans le 16e, à Neuilly ou à Versailles. Jamais la gauche ne serait délogée du Nord, des Landes, même si c'est une conquête récente, de Paris. Mais ça, c'était avant Macron. Ce premier tour l'a démontré, il n'y a plus de bastion inexpugnable, il n'y a pas d'élu indéboulonnable. Alors on pourrait se réjouir d'un tel changement d'habitude, on pourrait s'ébaudir d'une telle stabilité, mais pas du tout. Ce serait mal connaître ces grincheux de journalistes qui bloquent un peu sur une chose, sur le taux d'abstention. On nous dit ici et là que 52% des Français n'ont pas voté. Des journaux comme le Télégramme et Lyon Républicaine en font même leur une. Mais dans l'Humanité, Jean-Emmanuel Decoing dépeint une réalité beaucoup plus sombre. Il faut tenir compte en plus des non-inscrits, 3 millions de personnes, et des mal-inscrits, 6,5 millions de personnes, croient savoir l'éditorialiste, pour établir un bilan accablant. Près des 2/3 des Français en âge de s'exprimer n'ont pas exercé ce droit. Alors du coup, dans l'opinion, eh bien, Rémi Godot n'hésite pas à pointer le risque d'un centralisme monarchique. Et dans le monde, on se pose aussi 1001 questions. Alors, il y a deux manières de se poser ces questions. Soit on le fait comme Plantu, regardez, en quelques coups de crayon, et ça donne ça, des colonnes macroniennes pour l'Assemblée et des élus historiques jetés à la poubelle.
soit on écrit, et c'est ce à quoi s'emploie Jérôme Fenoglio. Comment respecter l'exigence du débat quand on peut se permettre de ne pas prêter attention à la contradiction? Comment s'imposer la contrainte d'un changement plus profond que celui des personnes, à savoir celui des pratiques? Comment éviter les tentations de l'entre-soi quand on est issu de milieux aussi socialement homogènes? Comment des députés, pour la plupart novices, exerceront-ils leur pouvoir, particulièrement celui du contrôle de l'exécutif? Voilà, questions en rafale. Bonne question d'ailleurs posée par le patron du journal. Et pendant ce temps, La République En Marche triomphe. La droite ne se sent plus très bien et la gauche se meurt. C'est ce qui semble préoccuper Libération, qui se fend d'une une à mi-chemin entre les dunes de Merzouga et la vallée de la mort. Je crois que si on avait dit à l'auteur de cette photo, Élise Hortioux en l'occurrence, que son travail servirait un jour à illustrer un résultat d'élection, elle ne l'aurait jamais cru. Alors la gauche, plus rien, c'est un dérivé de la gauche plurielle, tout le monde l'avait relevé, et c'est la gauche des 50 rescapés qui siégeront dans la future Assemblée. 50, c'est les Insoumis, PS, PC et Écolo compris. Alors, on mettait sur le compte de son tempérament sanguin les grands élans oratoires de Manuel Valls prophétisant la mort du PS, mais il avait raison, lirez-vous dans le Figaro, sous la plume de Paul-Henri Dulimbert, cependant que dans Libération, Laurent Geoffrin décrit à sa manière, c'est-à-dire avec brio, cette poignée de survivants, alors je le cite, éclatée, miniaturisée, c'est désormais une nano-gauche, on la parquera dans une réserve, tel un peuple premier, vestige sympathique d'un temps révolu. Titre de l'édito, Mohican, ça veut tout dire. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors on passe à l'actualité du cinéma avec Charlotte Bouteloup et Maurice Barthélémy, un nom que vous connaissez peut-être, vous vous souvenez de sa bande des Robins des Bois. Il y en a beaucoup qui ont fait carrière depuis, Jean-Paul Roux, il y a Pef, il y a Marina Foïs, autant de talents. Mais alors il est aussi acteur et réalisateur, il y a ici son 5e film, ça s'appelle Les Ex, et vous voyez là, vous allez retrouver une belle palette de comédiens drôles, talentueux, dans cette comédie qui était totalement déjantée. On verra que Paris est la ville des amoureux, mais il paraît que aussi, et c'est la démonstration dans le film, c'est aussi celle des ex. Et Charlotte a rencontré son ami Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour Charlotte. Bon, en vrai, combien d'ex? Oh non! Ah si. Depuis que l'homme est homme et la femme femme, les ex existent. Je vous déclare ex-mari et ex-femme. Vous pouvez vous embrasser. La comédie romantique, c'est la première fois. Oui. Est-ce que vous en avez une fétiche qui vous accompagne ou une en référence? Je l'ai cité, Love Actually, qui est pour moi une réussite absolue au niveau du rythme, au niveau de l'humour et de la classe des personnages. Là, c'est un film, c'est presque une déclaration d'amour aux ex. Exactement. C'est un film sur la réconciliation, plus que sur la rupture, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que les ex que j'avais pu avoir, finalement, la plupart, elles m'ont amené quelque chose. Elles m'ont, même si ça a duré une nuit, ou alors peut-être même plus longtemps, il y a eu un moment de vérité, un moment de sincérité. Et au nom de ça, je me devais de faire un film pour les remercier. Ton père et moi, on a décidé de se séparer. Il était temps. Ah, excuse-moi, ça doit être les services secrets. Ah non, c'est mon ex, c'est pire. Quand on se sépare, on se doit le respect mutuel. On se quitte. Gros porc. Patrick Chenet. Génial, irrésistible de rire dans ce rôle de... Il fait ça très bien, le type qui marmonne tout le temps, qui ronchonne. Mais oui, parce que Patrick Chenet fait partie de la génération des acteurs qui ronchonnent. Sont un des peu comme Bacri. Comme Bacri, comme Darmon. Ouais, c'est vrai. Comme Cluzet. Ouais. Ce sont des gens qui... Et moi, j'adore les acteurs ronchonneurs, parce que ce sont des acteurs qui généralement parlent vite. Et donc, du coup, ils ont une sorte de débit extrêmement rapide et efficace. Tu te maries? Avec ta copine? La conne, là? Je vais t'expliquer. Il est dans sa période sans filtre. Il est hyper touchant et hyper vrai parce qu'en fait, c'est un couple qui est séparé. C'est ça. Qui s'aime vraiment, mais qui ne se supporte plus. Oui, en fait, moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de couples qui ne peuvent plus vivre ensemble, mais continuer à s'aimer. C'est ça. Et donc, ils n'ont pas encore trouvé la solution. Et est-ce qu'il faut se séparer ou est-ce qu'il faut continuer à vivre ensemble? Et ça, je trouve ça très touchant, l'amour-haine qui lie certaines personnes. Je l'aimais tellement, ta femme. Non, ta femme. Mon ex-femme, c'est ta femme. Ah oui.
On serre la main comme si c'était toi le mari, et lui, alors tout le monde s'en fout. Hein. Donc, tu sais, lui, il a fait 1 an, moi 15, donc c'est un peu la prime à l'ancienneté. Est-ce que c'est un film qui a été difficile à monter? Oui, c'est un film difficile à monter parce que c'est un film qu'on appelle dans la profession choral. Ouais. C'est-à-dire, pour le grand public, c'est un film avec beaucoup d'acteurs. Et ça, c'est difficile de convaincre les acteurs parce qu'ils ont toujours peur d'avoir un second rôle, voire même un troisième rôle dans le film, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis, c'est pas facile aussi au niveau des financiers qui ont peur que ils savent pas trop comment communiquer autour du film. En fait, moi j'ai l'impression qu'au contraire, c'est génial, quoi. On a un casting hyper important avec plein de situations différentes Et un sujet hyper porteur. et puis un sujet qui concerne beaucoup de gens. Merci beaucoup, Maurice. Avec plaisir. Ben voilà, ça sort quand ça? Le 21 juin, notez bien. La météo. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez seul en ce moment au Front National? Ah, pas du tout. Pas du tout? Surtout sur la campagne, on bataille, et vous le dites, avec les militants. Moi, je suis arrivé en tête et je me bats pour la victoire. Je pense qu'elle est parfaitement possible et elle est possible aussi pour beaucoup de mes camarades qui feront d'excellents députés, pugnaces, patriotes, d'opposition face à un système Macron qui risque d'être hégémonique. Vous savez bien pourquoi je vous pose la question, parce qu'après Nicolas Besse et Robert Ménard qui ce matin dans le Figaro expliquent que c'est votre ligne sur la sortie de l'euro qui est responsable, c'est pas rien, de l'échec du Front National. Est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé? Mais M. Ménard n'est pas au Front National, premièrement. Ensuite, il a bien su nous rejoindre ou demander notre soutien en 2014 pour se faire élire maire, ce qu'on ne devait pas être si mauvais que cela, et qu'on a su lui apporter un certain soutien. Je rappelle qu'en 2014, nous défendions la souveraineté monétaire sans aucun problème et nous sommes arrivés en tête aux élections européennes en doublant notre record à l'époque. Nous sommes ensuite arrivés en tête largement encore plus au départemental et encore plus ensuite aux élections régionales. Ce que simplement je dis, c'est qu'il faut simplement regarder un tout petit peu ce qui s'est passé ces dernières années et on verra que le Front National a explosé ses scores de manière historique comme jamais. Alors ceux qui veulent qu'on revienne 20 ans ou 25 ans en arrière, qu'on se concentre sur une ou deux questions, c'est très bien. Enfin, on retournera au score d'il y a 20 ou 25 ans, ce qui ne sera pas très intéressant. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas trompé, vous considérez que cette ligne-là doit rester celle du Front National. C'est pas anecdotique ce qui est en train de se passer dans votre parti. Un vrai débat de fond sur un positionnement qui a été celui de Marine Le Pen pendant cette campagne et que vous avez porté à ses côtés. Ah mais moi j'ai toujours, vous savez que j'ai rejoint Marine Le Pen en 2009 puis en 2011 au grand jour sur cette espérance effectivement d'un rassemblement plus large, qu'on soit capable de parler de tous les sujets parce que je pense que les questions de santé, les questions de services publics, les questions d'emploi, les questions liées à l'immigration, tout intéresse l'école, tout intéresse nos compatriotes et qu'on a intérêt à parler de tout à tout le monde. Et je pense que c'est évidemment la ligne gagnante, qu'on n'est pas là pour se concentrer sur un ou deux sujets et parler simplement à une catégorie de la population. C'est comme ça qu'on fera une majorité. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment au Mais Front vous savez, National? On veut vous faire partir, il y a une forme de règlement de compte vis-à-vis de vous? D'abord, on n'a pas à rougir parce que nous sommes arrivés, nous sommes arrivés au second tour de l'élection présidentielle et nous avons fait 11 millions de voix. Beaucoup de partis politiques ne sont pas arrivés au second tour de l'élection présidentielle. Deuxièmement, nous avons perdu des voix, c'est vrai, à la législative. On en a perdu 500 000 par rapport à 2012. Mais je rappelle que les Républicains en ont perdu... 7,6 millions par rapport à la présidentielle quand même. Certes, mais ça pour tout le monde. Mais nous avons perdu 500 000 voix du fait de la participation. Nous avons perdu 500 000 voix par rapport à 2012 législative. Mais les Républicains en ont perdu 3,5 millions. Le Parti Socialiste en a perdu 6 millions. Donc vous voyez, face à la vague Macron, qui doit être relativisé vu le niveau majeur d'abstention, nous avons résisté beaucoup mieux que les Républicains et le Parti Socialiste. Et moi, je suis certain qu'au second tour, là, vont se mobiliser des électeurs, notamment de Marine Le Pen, qui n'ont pas voté au premier tour, qui sont restés chez eux, et qui vont aller voter au second tour pour faire entrer des députés d'opposition à Macron, des députés patriotes à l'Assemblée nationale. On va y venir. Juste, on boucle la boucle sur ce qui est en train de se passer au Front National. Il ne se passe pas grand-chose, là. Surtout, on est surtout juste Alors, c'est intéressant. en campagne sur le terrain. D'accord, il ne se passe pas grand-chose. Ça veut dire que vous pouvez faire l'économie d'une introspection après cette élection. Est-ce que vous donnez rendez-vous à ceux qui contestent la ligne en disant, à un moment donné, on réglera les comptes, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on tirera les enseignements sincèrement de cet échec? Mais moi, vous le savez, je suis favorable à la refondation. Voilà, bien sûr. Je l'ai toujours dit, quand Marine Le Pen a annoncé la refondation le soir du second tour de la présidentielle, elle a dit on va faire émerger une nouvelle force politique. J'ai dit très bonne idée, il faut qu'on y aille, il faut que ça bouge, il faut qu'on se modernise, et il faut qu'on soit, mais pas en se rétrécissant,
en se restreignant sur quelques sujets. Jusqu'où ça mais va, la au contraire, refondation ? En s'ouvrant plus sur la société, en étant capable de parler de davantage de sujets. Je pense qu'on n'a pas été assez audible ces dernières années sur certains sujets, et c'est pas forcément de notre fait, c'est qu'on n'a pas su trouver forcément les mots. Et il faut qu'on le fasse, et j'ai même créé pour cela une association qui s'appelle Les Patriotes. Chacun ira voir à quoi elle ressemble, association-lespatriotes.fr. On a beaucoup d'adhésions parce que les gens veulent que ça bouge. Et moi, je suis très favorable à ça. Notre électorat nous en voudrait, nos militants nous en voudraient si tout était figé. Vous dites, je suis très favorable à ça. Vous n'êtes pas encore le patron du Front National. Non, mais est-ce que je Marine reprends Le Pen, les mots de Marine Le Pen, qui a parlé de refondation. Est-ce que Marine Le Pen vous soutient totalement ? Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire que votre ligne, celle que vous incarnez devant nous ce matin, est celle portée par Marine Le Pen ? Je ne sais pas ce que c'est que les histoires de ligne. Moi, je porte le programme du Front National. Et dans le programme du Front National, il y a notamment le refus de la loi travail que veut faire Macron, le refus de la remise en cause du régime minier, le refus de la remise en cause du droit local, où moi je suis dans l'Est, le refus de la hausse de la CSG, le refus de l'immigration incontrôlée et la bataille pour le patriotisme économique, pour la souveraineté nationale, pour le contrôle de nos frontières. Juste pour savoir si ça c'est la ligne Le Pen. Oui. C'est le programme de notre mouvement politique. Jusqu'à preuve du contraire. C'est compliqué de dire que c'est la ligne Le Pen. C'est dire quoi la ligne Le Pen ? C'est la ligne de Marine Le Pen qui est notre présidente, voilà, puisque c'est le programme de notre parti. C'est plus simple en le disant. Combien de députés Front National vont rentrer, à votre avis, à l'Assemblée ? On parle de 1 à 5. C'est quand même, là, pour le coup, c'est vrai, une déception par rapport à ce que vous imaginiez au lendemain de la présidentielle. C'est aux électeurs de faire mentir ses prévisions. Voilà, s'ils se mobilisent, puisqu'il y a eu beaucoup d'abstentionnistes dans les milieux populaires et chez les jeunes, c'est-à-dire beaucoup dans notre électorat de fait, si ces gens-là se mobilisent davantage dimanche prochain, ils feront rentrer beaucoup plus de députés, et c'est mécanique. Parce que M. Macron n'a pas besoin d'un régiment de 500 députés. Ce ne serait plus une Assemblée nationale, ce serait un régiment. Tous comme ça, à appuyer sur le bouton quand Macron dira on augmente la CSG, c'est-à-dire on détruit le pouvoir d'achat notamment des retraités, ou alors on supprime certains régimes comme le régime minier, etc. Non, on a besoin d'une voie de contrôle, d'opposition, alternative, qui proposera autre chose, une vraie espérance par rapport à un système Macron qui va être compliqué pour la France et les Français. Vous imaginez vraiment un reflux de la vague Macron au second tour ? Je pense que oui. Je pense que les Français peuvent se dire on n'a pas envie de mettre tous nos œufs dans le même panier. Voilà. Et on n'a pas envie de donner 500 députés sur 577 à M. Macron. Il a déjà sa majorité. Donc tout député en plus est un député inutile, complètement inutile. Le débat démocratique, c'est autre chose. On doit d'ailleurs se poser la question du mode de scrutin. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir 32% des gens qui ont voté pour Macron, là au premier tour, avec 51% d'abstention, et pourtant un risque qu'il représente 80% des élus. Donc il faut de la proportionnelle. Il faut aérer le système démocratique avec la proportionnelle pour que tout le monde soit représenté. On voit bien que ce qui s'est passé là, c'est aussi une envie de renouvellement. Alors vous qui avez très souvent dénoncé le système UMPS, etc., les élites, parfois même, c'était le FN d'avant, mais les énarques, etc., ce système-là, quand vous voyez cette volonté de renouvellement des Français, est-ce que vous dites « je fais partie, moi, de l'ancien monde » ? Je n'ai pas l'impression de faire partie de l'ancien monde, je suis entré en politique il y a quelques années, mais et surtout je pense que les idées que porte M. Macron, mais ça, je ne sais pas si les Français s'en rendent compte encore maintenant, parce que là on est dans l'ultra-communication, mais quand on va rentrer dans le dur, ils vont se rendre compte que c'est vraiment le super ancien monde. Ils vont voir qu'il y a des nouveaux visages, ils vont voir qu'il y a 245 femmes qui sont en situation là de l'emporter au second tour. D'abord, la plupart de ces nouveaux visages ne seront jamais connus. Vous ne les verrez pas, ils seront perdus dans Pourquoi ça ? Parce qu'ils seront perdus dans un groupe de 500 députés complètement anonymes. Il peut y avoir des talents dans ces nouveaux... mais peut-être, je l'espère pour la France, mais surtout ils vont mettre en place un vieux programme. Ils vont tout de suite aller voir à Bruxelles ce qu'il faut faire, ou auprès de Mme Merkel, et ils vont appliquer la politique d'austérité. Ils vont ouvrir grand les frontières pour les migrants. Ils vont donner toutes les clés à Bruxelles, et on appliquera la vieille politique qui a produit de mauvais résultats depuis des années et des années. Nous, on propose autre chose, et je crois que la modernité, ça n'est pas d'appliquer la politique qui ne fonctionne pas depuis les années 70. Merci beaucoup, Florian Philippot. Merci à vous, William. Donner pour donner, tout donner. La seule façon d'aimer. Des bonnes idées à reproduire avec Laura du Web. On va s'intéresser à présent à une plateforme qui réinvente la façon dont on peut collecter des dons et dont on peut d'ailleurs offrir ça à un certain nombre d'associations. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme solution dans ce domaine-là ? Mais on va pouvoir faire des petits dons quasi quotidiennement. C'est-à-dire que parfois, faire un don, quand vous êtes sollicité par une association, vous en choisissez certaines. C'est rare de donner à 10 associations différentes. Vous avez vos chouchous. Et puis, il faut débourser un montant. En général, c'est
une fois par an que vous faites ce don-là, ça peut peser sur votre porte-monnaie. Et là, c'est tout à fait différent puisqu'il s'agit de faire des micro-dons. Quotidiennement, par exemple, vous allez au restaurant et le restaurant va vous dire mais nous, en ce moment, on soutient telle association, telle association, telle association. Est-ce qu'on peut arrondir l'addition? C'est 88,10 €. Est-ce qu'on peut l'arrondir à 89 €? Et les 90 centimes vont directement à l'association. Et tout ça additionné fait quand même une coquette somme pour cette association. Faut-il tomber sur le restaurant qui pratique ce genre de... Alors, il y a toute une liste de restaurants, de commerces. C'est pas uniquement des restaurants, ça peut être aussi tout type de commerce. Mais vous pouvez aussi faire un don par SMS, un don par tweet. Donc, eux, ils se sont dit, on va aller partout. C'est qui? Les fondateurs de l'association. D'accord. Et ils ont eu cette idée assez intelligente de dire, bon, on a un smartphone, avec son smartphone, on fait tout. Donc, on peut envoyer un tweet et donner 1 €, on peut envoyer un SMS et choisir, évidemment, l'association qui nous plaît. Est-ce qu'ils vous donnent la liste détaillée de toutes les associations? Bien sûr, ils vous donnent font et le but qu'elles poursuivent? Exactement. Ils vous donnent la liste détaillée des associations. Si vous nous regardez et que vous êtes une association, vous pouvez également contacter la plateforme pour faire partie de la liste. Oui. Donc, nous sommes allés rencontrer le fondateur de EO. C'est le nom du site. Notre plateforme est un bouquet de solutions qui vous permet d'être généreux dans votre vie quotidienne et de faire des petits dons indolores à chaque fois que vous faites un paiement. Notre première solution, c'est le don sur terminal de paiement. Quand vous mettez votre carte bancaire, on vous propose de faire un don pour une cause qui a été choisie par le commerçant. La deuxième solution, nous avons créé les bornes digitales dans lesquelles vous pouvez faire un don avec votre carte sans contact. Nous avons mis 60 bornes, que ce soit dans des musées, par exemple au château de Fontainebleau, ou bien une grande enseigne d'hôtel, ou bien nous avons aussi des bornes dans des hôpitaux, nous avons aussi des bornes dans des sièges sociaux. Nous avons aussi inventé le don sur Twitter, comment faire un don en un tweet grâce à votre carte bancaire. Vous vous inscrivez la première fois sur notre plateforme et vous rentrez votre carte bancaire dans une interface très sécurisée et à ce moment-là, vous pouvez faire un tweet. Je donne #BlueTweet à France Alzheimer 2 € et ainsi ce don sera intégré dans votre relevé de déduction fiscale annuelle. On soutient dans 5 domaines des associations d'intérêt général et de générosité. Le premier domaine, c'est le social, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, c'est le lien social. Ensuite, c'est les causes humanitaires. Par exemple, Enfants du Mékong, cette association magnifique, a beaucoup travaillé pour communiquer aux donateurs, au moment de son don, l'impact de son don. 50 centimes, c'est un vaccin en Afrique. 1 €, c'est une pierre restaurée. Ensuite, il y a toutes les causes qui ont trait à la culture, dont on travaille beaucoup avec le patrimoine, mais aussi l'éducation, la protection de la planète. Et enfin, le dernier domaine, c'est tout ce qui est recherche médicale, mais aussi tout ce qui est aide médicale pour ceux qui en ont besoin. Une petite contribution de chacun des individus, même si elle est minime, même si elle fait pas mal, peut faire énormément de bien. Alors ça tente à prouver quoi? Qu'il n'y a pas de petit don au fond? Il n'y a pas de petit don, exactement. Vous pouvez donner 50 centimes, voilà, c'est un vaccin en Afrique. Et vous pouvez commencer dès maintenant. Parfait, merci beaucoup pour la bonne idée. Le premier. Si vous prévoyez des temps de pause pendant vos vacances d'été, vous dites tiens, je vais peut-être pouvoir aller parce que j'ai pas eu le temps cette année, etc., etc. Écoutez bien ce que Damien Thévenot a à vous dire dans les semaines qui viennent avec ses amis, les libraires de Télématin. Oui. C'est un choix qui a été fait par qui, ça? Par Marie-Claire William, qui est libraire à Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement. Pourquoi avons-nous entendu une petite et magnifique chanson italienne? Parce que parmi les 3 coups de cœur de Marie-Claire ce matin, il y aura un en langue grecque, un en langue allemande, évidemment traduit, mais on commence par un italien.
et par Dario Franceschini qui publie ailleurs chez L'Arpenteur. Et il s'avère, William, que Dario Franceschini, c'est l'actuel ministre italien de la Culture. Oh. Ouais. Alors évidemment, il est écrivain depuis un bout de temps, il est ministre que depuis 2014, donc son vrai métier, évidemment, c'est d'être écrivain. Et alors le livre qu'il signe, ce roman-là, franchement, mais c'est le début de l'histoire, il est hallucinant. Si ça nous arrivait à chacun d'entre nous, on tomberait des nues, littéralement. Regardez. Nous sommes en Italie, dans la plaine du Pô, de nos jours. Ippolito est un vieux notaire. Il est sur son lit de mort. Il appelle son fils et lui demande d'aller chercher le cahier noir qui se trouve dans les tiroirs de la commode. Le fils s'exécute. Il ouvre ce cahier et il découvre des choses d'une telle force que ça va complètement révolutionner sa vie. Il se demande comment son père a pu lui cacher une chose pareille, comment il a pu cacher à la famille de telles révélations. Toute l'histoire va commencer à ce moment-là, quand on va savoir exactement de quoi il s'agit. C'est absolument incroyable. On se met dans la peau du personnage et on se dit s'il nous arrivait la même chose. On se demande comment on arriverait à tenir debout, tout simplement. Ce qui va être très beau, c'est de découvrir le chemin que va parcourir ce jeune garçon. C'est très drôle et en même temps c'est très puissant. Mon deuxième coup de cœur, un roman d'aventure énigmatique, Voyageurs sous les étoiles d'Alex Capu aux éditions Actes Sud. Ce livre raconte la vraie vie de Robert Louis Stevenson, écrivain écossais, célèbre pour L'île au trésor et le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde. En 1889, alors qu'il est en reportage dans les îles Samoa au fin fond du Pacifique, il décide de s'y installer avec femme et enfants. À partir de ce moment-là, alors qu'il est un écrivain tout juste célèbre, il mène un train de vie absolument incroyable. Il se fait construire une maison magnifique avec 12 domestiques. Et la question essentielle que soulève ce livre, et que se sont posés de nombreux biographes plus tard, est de savoir si Stevenson, qui a écrit L'île au trésor, n'aurait pas lui-même découvert un trésor. J'ai adoré ce livre parce que c'est un véritable roman d'aventure. On y rencontre des pirates, on découvre l'histoire des cartes au trésor. Un vrai livre de vacances. Et pour terminer, une fresque familiale passionnante, Les souliers vernis rouges de Stella Vretou aux éditions Les Escales. Nena est une jeune femme qui se promène dans les rues d'Athènes et qui voit dans une vitrine une paire de souliers vernis rouges, exactement les mêmes que ceux qu'elle portait quand elle était enfant. Et là, on part 100 ans en arrière, en 1870, quand l'arrière-grand-père de cette jeune femme décide de quitter son île pour partir avec son frère à Constantinople. Évidemment, sur une période de 100 ans, il y a des histoires d'amour, des histoires de trahison, d'héritage, d'échecs, enfin tout ce qui se passe dans les vies des gens. Les souliers vernis rouges est une véritable épopée. On s'attache au personnage et quand on referme ce livre, on a vraiment le sentiment d'avoir fait un long et beau voyage. Alors les Italiens ont un ministre de la Culture qui est un écrivain. Nous avons une ministre de la Culture qui est éditrice. Très bien. Et d'ailleurs, Actes Sud, ouais. Et voilà, maison d'édition. ça. Donc là, c'est génial. Avec ce format caractéristique. Ah oui, et la couve est magnifique. Donc là, pour les passionnés d'aventure, William, si vous aimez chez vous l'été, au bord de la piscine ou dans le métro, je ne sais pas, hein, si vous ne partez pas, une saga, une fresque, vous savez. On peut choisir là entre le métro ou la piscine. Oui, vous avez le choix. Cochez, appelez un ou deux. Oui, on va voir. Voilà, en tout cas, pour vos vacances, là, c'est une grande fresque de 500 pages, un siècle, une famille qu'on suit. Et puis donc, vous devez vous dire, mais dites donc, le petit jeune, là, il nous a pas. Enfin, petit jeune, pardon. Oui, c'est moi. Ah, pardon. Il nous a pas donné le secret. Évidemment, je ne vous le révèle pas, mais le fameux secret qui est hallucinant au début de ce bouquin, je vous ai dit, vous savez que si ça nous arrivait, on serait bon.
franchement, c'est romanesque à soi. Il est très fort, ce ministre de la Culture, pour nous embarquer dans une histoire hallucinante. Tiens, à propos de livres qui font du bien, il y en a d'autres, figurez-vous. Mais alors là, c'est plus inattendu. Demandez à Laura du Web. Oui, il s'agit d'un livre qui fait du bien à votre assiette et à votre peau, à votre physique, William, pour être encore plus athlétique, encore plus jeune. Oui. Eh bien, ça s'appelle Belle dans mon assiette. Ça a été écrit par le docteur Olivier Courtin-Clarins. Mais le plus de ce livre, parce que des livres sur l'alimentation, il y en a beaucoup, c'est qu'il a fait ça en collaboration avec une illustratrice qui s'appelle Fabienne Legrand, qui est pleine d'humour et qui a croqué chaque propos du docteur en disant « Avant, j'avais la peau comme la vôtre, mais ça, c'était avant le quinoa. » Donc, ça vous interpelle et tous les conseils sont illustrés par cette illustratrice avec beaucoup de talent. Et je peux vous dire que je l'ai lu en partie et qu'on ne s'ennuie pas. Après, il faut l'appliquer au jour le jour. Oui, on devrait mettre tous les matins. C'est quoi, c'est un guide? C'est un guide pour bien manger, mieux manger, sainement. Okay. Vous vouliez ajouter autre chose, il me semble, non? Je me trompe? Non. Moi, j'aime bien, vous savez, éparpiller mes interventions. Oui. Comme ça, je suis présente très souvent dans l'émission. Oui, j'avais compris ça. Est-ce que vous imaginez ceux qui se réveillent maintenant? Oui. Ils vont pas me voir. Non. Donc c'est mieux que je repasse. Il y en a qui sont sûrs de jamais vous voir, c'est avant 7h30. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Parce mais que moi, je me dis, le transport, elle habite un peu loin, donc elle ne peut pas être là avant 7h30. Non, ça, j'ai compris. Non, ça, c'est pas vrai. Médicale. C'est avant 7h, je vous l'accorde. Mais ceux qui se réveillent maintenant, je leur laisse la chance de m'apercevoir avant 9h. C'est une donc chance je vous dis à inouïe. tout à l'heure. Merci encore. C'est un honneur et un plaisir. À plus Pour tard. moi aussi. Et pourquoi est-ce que l'on vous parle de ces personnes-là? Parce que hier, il y a un nouveau Premier ministre qui a pris ses fonctions. Alors, c'est pas chez nous, sinon vous seriez au courant. Mais c'est en Irlande, figurez-vous. Ouais. Il a quelques, comment on peut appeler ça? Particularités. C'est un homme original. Oui, alors il s'appelle Leo Varadkar. C'est le plus jeune Premier ministre que l'Irlande du Sud ait connu, la République d'Irlande. Et c'est pas la seule nouveauté. Alors vous allez le voir, il n'a que 38 ans. Mais dans un pays qui a très peu d'immigration, en plus, ça se voit pas trop, mais c'est un fils d'immigrés indiens. C'est pour ça qu'il s'appelle Varadkar et non pas O'Brien. Et puis, deuxième particularité dans la très catholique Irlande, c'est qu'il n'a jamais caché dans sa carrière politique qu'il est davantage attiré par les messieurs que par les dames. Et c'est pas rien en Irlande parce que c'est un pays qui était très longtemps, qui a été conservateur sur les mœurs. Par exemple, le divorce n'existe là-bas que depuis une vingtaine d'années. Donc vraiment, il cumule les particularités, ce nouveau Premier ministre, Leo Varadkar. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul pays de l'Union européenne où le dirigeant est même marié avec une personne de même sexe, c'est le Luxembourg. Vous voyez ici à droite le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, en compagnie donc de son mari. Ça, c'est le jour du mariage. C'est le jour du mariage, exactement. Il y avait des confettis. Donc. Oui, ça peut être que ça. Oui. Alors, le mari l'accompagne aux cérémonies officielles. Regardez, récemment, il y avait un sommet de l'OTAN. Il est derrière la femme du président Erdogan. Ouais. Ah oui, c'est drôle. Ah ben, c'est le premier monsieur. C'est le premier monsieur du Luxembourg. Donc il est avec Mélania, il est avec la reine des Belges et tout ça. D'accord, c'est drôle ça. Donc il y va. Vous voyez? Et elles lui ont demandé, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis le mari. Oui. Ça devait les surprendre un peu. La dame turque n'avait pas l'air contente, d'ailleurs. Oui, Madame Erdogan. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont atypiques d'une autre manière. Rappelez-vous, Barack Obama, quand il a été élu, il l'a dit lui-même, quand je suis né, les relations entre un homme noir et une femme blanche, c'est-à-dire mes parents, étaient interdites dans plusieurs États des États-Unis. C'était interdit qu'un homme noir et une femme blanche sortent ensemble. Et même un peu avant son élection, personne n'aurait pensé qu'un homme qui n'est pas blanc pouvait gagner la présidentielle américaine. Il y a un très joli film sur les couples mixtes, d'ailleurs. On va oui, voir qui est récent, qui date d'un an. Même histoire un petit peu avec Sadiq Khan, qui est le maire de Londres depuis l'année dernière. Lui, il est issu d'une famille pakistanaise et modeste de Londres, et donc il est maintenant maire de Londres, le premier maire musulman. Et puis, il y a eu les femmes dans des pays très machos. Vous voyez ici Benazir Bhutto, qui a été Premier ministre du Pakistan dans les années 90. C'est quand même pas facile quand on est une femme dans un pays extrêmement macho comme ça peut l'être. Et puis... un peu avant encore, il y avait Indira Gandhi, Premier ministre d'Inde. Alors, dans les deux cas, c'est un peu particulier parce que ce sont des filles d'anciens dirigeants de leur pays. Oui. Elles étaient de familles particulières. Et puis, hélas, il y a une autre particularité pour ces deux femmes, c'est qu'elles ont toutes les deux été assassinées. Donc, c'est quand même pas facile. Il y a aussi actuellement Ellen Johnson Sirleaf, qui est présidente du Libéria depuis 2006. Je termine avec les dirigeants qui, eux, semblaient ne pas du tout pouvoir être promis aux plus hautes fonctions en raison de leur origine sociale ou de leur carrière professionnelle. Je vais évidemment vous parler de Ronald Reagan, qui était acteur et ensuite animateur de radio.
Et puis, comme il soutenait souvent dans sa radio les candidats conservateurs aux États-Unis, on va le voir, eh ben, les conservateurs du Parti républicain ont dit mais ça ferait un bon candidat pour la Californie. Mais lui, c'est un peu spécial quand même, parce qu'il était conservateur depuis très longtemps, même Oui, avant c'est la vrai. guerre, et il a été président du syndicat des acteurs. C'est exact, donc qui il avait était un peu très les fonctions. conservateur aussi. Hein. Bah, pour finir président des États-Unis, quand même, quelle ascension Ouais. en 1980, vous le voyez ici avec son épouse. Pareil pour Schwarzenegger. Schwarzenegger, au même poste d'ailleurs, gouverneur de Californie, qui était lui aussi acteur. Alors lui, il ne pourra jamais être président parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Donc il ne pourra pas, il est autrichien. Enfin, il était autrichien. Chez nous, dans un tout autre genre, Pierre Bérégovoy, n'oublions pas que Bérégovoy, qui était Premier ministre, il a commencé ouvrier. Voilà. Alors il a un CAP d'ajusteur et le certificat d'études, c'est ses seuls diplômes, et il le disait d'ailleurs, il en était fier. Et enfin, Albert Einstein, alors là, c'est une toute autre histoire. Einstein, figurez-vous que dans les années 50, Israël lui a proposé d'être président. Ça aurait eu de la gueule, mais il a dit écoutez, j'y connais rien, franchement, moi, la physique nucléaire, tant que vous voulez, mais pas la politique. Donc il a refusé et il n'a pas ajouté son nom à la liste de ses dirigeants atypiques. Merci beaucoup. Le film en question dont je vous parlais il y a un instant, ça date de l'année Les Love, dernière. les Loving. Loving, c'est leur nom. Oui, c'est ça. C'est un couple mixte. C'est une histoire qui rappelle ça. C'était dans les années 60. C'est un film de Jeff Nichols, si vous trouvez ça en DVD. Voilà. Alors voilà quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qui est Joe Lapompe? Joe Lapompe, c'est le nom d'une rubrique dans le magazine CB News. Thomas Hervé connaît très bien. Très Et en fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de débusquer les copieurs, les copiteurs, comme on disait ceux qui pompent, à l'école. oui, d'accord. On s'aperçoit que dans le monde de la publicité, quand un créatif est en panne d'inspiration, eh bien, il regarde ce que fait la concurrence dans un pays lointain. Ou étranger, et comme ça, ni vu ni connu, il peut pomper les idées des petits copains. C'est tellement plus facile. Alors, démonstration, regardez avec cette publicité d'Amnesty International sur la violence faite aux femmes. Alors, si vous ne dénoncez pas cela, c'est vous que vous maltraitez, dit le slogan. La pub date de 2012, elle a eu son heure de gloire au Venezuela. Et alors, 5 ans plus tard, en Inde, qu'est-ce qu'on voit pour un autre annonceur mais la même chose. Sur le même thème, regardez, un peu ouais. la même chose, avec un slogan, si vous tolérez le silence, c'est de vous que vous Oui, abusez. mais là c'est peut-être admis, c'est une grande cause, non? Ah oui, c'est une grande cause. Non, mais vous allez voir que parfois, pas besoin de grande cause pour pomper le voisin. Regardez, autre illustration. En 2000, au Brésil, un fabricant de montres fait sa pub avec ce slogan. Ceux qui possèdent cette montre sont prêts à tout pour la montrer. Vous avez vu le pull? Il est déchiré, découpé. D'accord. Un an plus tard, en Espagne, c'est pas une cause humanitaire, là, c'est des montres, des bijoux. Une marque de bijoux reprend l'idée. Le slogan, c'est des bijoux que vous avez envie d'exhiber. Et là, c'est le costard qui a remplacé le pull, mais l'idée, c'est du pareil au même. Il y a un droit d'auteur en la matière? Pas que je sache, en tout cas, il n'y a pas eu de plainte sur ces affaires-là. Non, il n'y a pas de droit d'auteur en matière de publicité? Ben là, c'est très compliqué parce qu'en fait, il faut prouver. C'est pas exactement. Ils sont malins, ils décalent pas, ils prennent pas exactement la même image. Sinon, là, c'est attaquable. Il dit bon, je fais le truc sur le costard. Mais parfois, Joe Lapompe, il montre des copies, mais conformes. La même idée, la même image. Il n'y a pas de plainte, c'est impossible de... Là, il y en a un qui a fait sa pub au Pérou. Non, il n'y a pas un organisme international qui est chargé de réguler. Je crois, William, que ça arrange tout le monde. Parce que si vous faites une bonne pub au Guatemala et que vous la ressortez le lendemain au Japon, du moment que ça vend, ils cèdent les uns les autres. D'ailleurs, l'idée du pull, vous avez trouvé l'idée sympa. Il y a même un troisième annonceur, regardez, qui l'a utilisé. Elle refait surface dans une campagne internationale sur Instagram. L'idée avec une autre marque de montre. Et c'est en bas à droite. Voilà, encore un costard bousillé. Donc ça s'appelle Joe Lapompe et ça prouve que parfois, on ne se retrousse pas trop les manches chez les créas, comme on dit. D'accord. Alors si je vous dis maintenant science-fiction à la française, eh ben, vous risquez de me répondre Valérian. Et qui dit Valérian dit Laureline. Alors 2 héros créés il y a une 50aine d'années. 2 agents spatio-temporels qui ont droit à leur expo à la Cité des Sciences. Alors attention, parce que c'est un honneur qui, à ce jour, n'avait été réservé qu'à Gaston Lagaffe en 2004. Donc expo jusqu'en janvier 2018. Vous pourrez voir des planches, des commentaires de savants aussi, parce qu'on se pose de grandes questions. Le voyage dans le temps, est-ce que ça peut devenir une réalité? Et puis, on rentre aussi, grâce à la réalité augmentée, dans cette expo, on rentre dans les cases de la bande dessinée. Donc je rappelle que la série Valérian, c'est 22 titres, qu'elle a été vendue à 5 millions d'exemplaires, dont 2,5 millions en France. 5 moins 2,5, ça fait 2,5, donc ça veut dire aussi 2,5 à l'étranger. Et c'est là que Luc Besson
intervient et qui se dit « je vais faire le film ». Et le film, il sort le 26 juillet. Vous pourrez lire tout ça dans Le Parisien. Et alors, puisqu'il est question de bande dessinée, je signale que Dargaud sort l'intégrale de Valérian. Alors, c'est signé Pierre Christin et Christian Mézières pour le dessin. Et alors, attention, Valérian, ça apparaît en 67 dans le magazine Pilote. Et à l'époque, la France avait ses visages. Et quelle est, je vous pose la question, la source d'inspiration graphique de Valérian? C'est un chanteur star des années 70. Je vois. Et il s'agit Ah de oui. Hugo Ah bon. Frey. Ah bon. Alors, je vous ai mis Hugo Frey non, mais aujourd'hui. Hugo Frey à l'époque. Oui, non, parce que je vous l'ai mis. À droite. Je vous l'ai mis aujourd'hui. Oui. À gauche, vous avez Valérian. Il y a la vraie tête à droite. Et vous avez le Hugo Frey jeune. Dit, je et vous c'est un peu souhaite, Valérian. je nous souhaite à tous à 80, je suis presque 90 d'avoir la tête de d'avoir cette tête d'Hugo et d'être Frey. aussi en forme. Ouais, ça va. Ça va. Je termine juste pour vous dire que le prix Média en France majuscule vient d'avoir lieu sous le parrainage de Boris Cyrulnik. Les récompenses sont pour les meilleurs sujets télé qui parlent de l'enfance, parce que l'association, je le rappelle, lutte contre les maltraitances et les abus faits aux enfants. Et il y a eu, je le signale, une avalanche de récompenses pour France Télévisions. La fiction, France 2, France 3. Le documentaire, c'est France O qui l'a eu. Le documentaire tourne à l'étranger, 2 prix pour France Télé, France 5 et France O. Bref, voilà, notamment Daniel Grand-Clément pour Les Enfants du Port, qui est un reportage dont on a entendu parler parce qu'il parle du sort des enfants à Haïti. Ah oui. Donc voilà, avalanche de récompenses pour la maison.